Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire 2023 de FiAdvisor. Au programme aujourd'hui, nous allons vous faire part, comme à chaque fois, de notre vision un peu de là où se trouve le marché, après déjà des très belles progressions depuis le début de l'année. On fera aussi un point un peu plus particulier sur quelques secteurs cycliques Europe et secteur de croissance US, pour essayer de voir un peu où se situent les opportunités. Voilà, côté FiAdvisor, donc nous sommes trois comme d'habitude. Donc Emmanuel Robert, qui est l'organisateur de ce webinaire et Bonsoir. responsable de la clientèle investisseur privé, Lionel Pélissère et moi-même, qui sommes les cofondateurs de FiAdvisor. Trois petits mots rapides sur FiAdvisor. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a créé la société en 2016. On est basé à Paris, dans le 8e. Et nos principaux clients sont des professionnels, sociétés de gestion, banques privées, assureurs. Voilà. Depuis, on a créé, notamment à la suite de pas mal d'investisseurs privés, une application, c'est d'ailleurs celle que vous voyez là sur l'écran, plus dédiée en fait aux investisseurs particuliers. Voilà, un peu plus ergonomique, plus sympa à consulter, plus facile à utiliser, mais évidemment qui dispose exactement des mêmes signaux que celles dédiées aux professionnels. Trois mots de notre approche de l'investissement. Le premier, c'est momentum. On investit, on suit la tendance, donc on investit jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut, mais on essaie d'avoir raison vite quand on investit, et on considère que c'est une très bonne stratégie pour performer en bourse. L'autre point, c'est la diversification, enfin le deuxième point. Diversification parce que sinon on risque de transformer son portefeuille un peu en billet de loterie si on a trop peu de valeur ou trop peu de secteurs. On a régulièrement des périodes où c'est tout un secteur qui se porte mal. Donc si on n'est pas assez diversifié, on prend des risques. Et ensuite, on a une approche qui est moyen terme, c'est une approche qui est plutôt patrimoniale de l'investissement. On ne fait pas du tout de day trading. Nos signaux, d'ailleurs, nos principaux signaux moyen terme, sont des signaux qui durent en général plusieurs mois. Voilà. Et donc, un dernier mot là-dessus, on utilise des algorithmes qui nous permettent de passer en revue 2500 titres, actions et ETF chaque nuit. Ça permet d'être systématique, d'être exhaustif et de rien louper de ce qui se passe sur les marchés. Point technique, si vous voulez, vous avez en principe le moyen de poser des questions dans ce webinaire. Dans l'onglet questions, chacun peut poser une question et on y répondra soit en live si c'est possible, soit individuellement après le webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, et je passe la parole à Lionel pour sa vision des marchés. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc on va parler aujourd'hui d'effectivement comment se développe en fait ce retournement haussier des marchés. Lors de notre dernier webinaire, on parlait du retournement qui était en cours, alors que nos indicateurs avaient annoncé en fait d'abord le 27 décembre avec le Market Pressure Index que vous voyez là à l'écran qui est à 38 aujourd'hui. Donc quand il est inférieur à 50, c'est haussier pour les actions. Quand il est à 50, c'est neutre. Et les corrections de marché, en général, c'est au-dessus de 60. Et donc, à partir du 27 décembre, cet indicateur s'est affiché en dessous de 50, donnant une première indication. Et il a été rejoint ensuite par ce qu'on appelle le spread momentum, c'est-à-dire la différence entre les valeurs haussières et les valeurs baissières au sein d'un indice, donc le SP500 et le Stoxx 600. Et ce spread momentum nous a donné le feu vert, en fait, du retournement de marché le 9 janvier. Peut-être juste, je vois qu'on a une question là sur les spreads. Si vous voyez sur l'écran configuration par indice en bas à gauche, on voit que le spread SP500, il est à plus 41. Pourquoi ? Parce qu'on a 56% des sociétés du SP500 qui sont chez nous en tendance haussière forte et on a 15% des sociétés qui sont en tendance baissière forte. Et on fait la différence entre les tendances haussières fortes et les tendances baissières fortes, ce qui nous donne en fait un indicateur de la force des marchés.
notamment l'intérêt de ce spread, c'est qu'il ne prend pas en compte la pondération des valeurs dans les indices, puisque sinon on a on a souvent des indices qui sont biaisés par le fait que certaines valeurs pèsent très très lourd. Là, chaque valeur compte pour 1 et ça va nous donner le nombre finalement, par différence, le nombre de valeurs très nettes qui sont très bien orientées. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un peu la densité du marché, la participation du marché. Et en général, dans les corrections profondes, dans les retournements de marché, justement, on commence à avoir une sorte de distribution, une baisse de cette densité de marché, même si ce n'est pas forcément apparent toujours au niveau des indices, parce que les grosses capis peuvent finalement maintenir un petit peu ces indices à flot quelque temps. Donc là, on a eu Tu peux peut-être montrer l'historique pour montrer qu'on avait détecté la zone de capitulation à un moment donné en octobre avec cet indicateur. Voilà, donc si on regarde, en fait, je vais zoomer sur l'indicateur, vous allez voir qu'il y a eu un premier moment, en fait, en mois de juin, où effectivement on a atteint une zone qui était quand même très basse. On l'a retrouvé en octobre et on a franchi à la hausse, cette figure pour arriver aujourd'hui au niveau des 40. Nous, on considère qu'au-dessus de 30, on est dans un marché qui est haussier. Historiquement, c'est le niveau qui reflète un marché haussier. Ça veut dire qu'il y a vraiment une très forte proportion de valeurs haussières. Là, vous voyez, par exemple, sur le SP500, on est proche de 60% de titres haussiers. Et les titres baissiers sont vraiment minoritaires. Il y en a à peu près 15%. C'est pareil pour le stock 600. Si je me mets sur le stock 600, c'est exactement la même chose. Donc, effectivement, voilà, on a touché la moins 60 au mois d'octobre. Donc, on a vraiment fait un bas. Historiquement, c'est à peu près ces niveaux-là qu'on retrouve dans les autres crises. Si je dézoome, par exemple, vous allez voir que, voilà, en 2020, pendant le Covid, on était également sur ces moins 60, moins 50 en 2018, il y avait une très grosse correction en fin d'année, et puis des corrections un peu moins fortes, en fait, en 2015-2016, mais souvent, c'est inférieur à moins 40. Donc, on avait eu ce signal-là, un peu de capitulation sur les marchés. On ne l'avait pas eu sur le Market Pressure Index, parce que la volatilité est restée quand même, finalement, assez modérée l'année dernière. Et ça, c'est dû au fait qu'il y avait aussi le marché obligataire qui était très faible. Et donc, les opérateurs étaient un petit peu perturbés. Ils ne pouvaient pas, finalement, sortir des marchés actions pour aller sur l'obligataire. Donc, il y a eu en fait des phénomènes de compensation. Donc, c'est vraiment cet indicateur-là qui nous a donné le signal le plus précis, en fait, sur le moment de la capitulation. Alors, aujourd'hui, le marché, effectivement, a beaucoup monté depuis le 1er janvier. Alors, on dit toujours que les marchés haussiers se terminent dans l'euphorie et naissent dans le scepticisme. Là, on est en plein dans cette catégorie-là. Les marchés se retournent dans le scepticisme le plus total parce qu'on attendait une récession forte après une hausse des taux de 500 points de base par la Fed en 9 mois. On attendait aussi une crise énergétique qui n'est pas arrivée. Et aujourd'hui, finalement, le marché se dit qu'il y a finalement une économie américaine très robuste, une économie européenne qui résiste bien aussi, alimentée par des résultats d'entreprise qui montrent leur solidité. Alors, peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une demande qui va flancher parce qu'on aura effectivement une répercussion tardive, on va dire, de cette politique monétaire. Mais c'est finalement assez compliqué à anticiper. Et donc, c'est pour ça que nous, par rapport à notre méthode, on n'est jamais dans une anticipation longue parce qu'il y a trop de facteurs exogènes qui vont perturber l'analyse. Là, par exemple, on va avoir l'impact du choc monétaire, mais il y a aussi, dans les points positifs, le facteur prix des entreprises qui ont augmenté leur prix au 1er janvier pour un certain nombre d'entre elles. Il y a le facteur également des salaires qui va alimenter avec les augmentations de salaires qui vont être positifs pour la demande, la consommation. Il y a la reprise chinoise qui va être très positive pour un grand nombre de secteurs industriels, notamment européens. Il y a aussi la baisse du dollar par rapport à l'année dernière qui va être très positive pour les valeurs technologiques. Et enfin, on est aussi dans un système qui reste encore avec beaucoup de liquidité. C'est-à-dire qu'on est dans une réduction de liquidité. On voit bien, effectivement, il y a ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan de la Fed, donc qui finalement
non seulement arrête d'acheter des obligations d'État, mais en plus ne fait pas rouler ses obligations précédentes, c'est-à-dire que finalement, elle reprend des liquidités au marché. Donc tout ça, c'est négatif, mais néanmoins, on part d'une base tellement élevée que finalement, pour l'instant, ça a très peu d'effet et les économies américaines et européennes restent solides alors qu'on attend un redémarrage de l'Asie. Donc le marché renonce finalement quelque part à anticiper une récession, elle n'arrive pas. On voit bien que le marché de l'emploi américain il est au plus bas, le taux de chômage est au plus bas historique à 3,4%. Et comme le disait la secrétaire d'État Yellen, il n'y a pas de récession possible avec un marché de l'emploi aussi robuste. On pourrait dire la même chose en Europe, on voit bien d'ailleurs en France avec un taux de chômage qui reste très bas. Et donc effectivement, on n'est pas vraiment dans cette hypothèse de récession, en tout cas à court terme. Elle arrivera peut-être en fin d'année ou en 2024, mais pour l'instant, on ne la voit pas venir. Donc, du coup, on a finalement deux moteurs à ce marché. Le premier moteur, c'est en Europe avec les valeurs cycliques et value. Pourquoi ? Parce que en réalité, les banques, par exemple, même si elles ont beaucoup monté, sont encore très loin de leurs multiples normatifs. Par exemple, si vous regardez les banques françaises, historiquement, elles se sont payées toujours autour de 10 fois les bénéfices. Aujourd'hui, elles sont encore à 7 fois, 8 fois. Les dividendes sont encore très élevés. Donc, finalement, il y a encore du chemin à faire dans ces secteurs. C'est pareil pour l'automobile qui va bénéficier de la reprise chinoise dans un premier temps. C'est pareil pour les transports parce que du coup, effectivement, comme il n'y a pas vraiment de récession et que l'Asie reprend, les transports se portent bien. Et donc, c'est ce moteur value cyclique qui permet en fait au marché européen de bien se comporter. Mais il y a également une partie en fait croissance. Alors, en Europe, c'est beaucoup le luxe, la techno à un moins de degré parce que c'est une petite pondération en fait pour le stock 600. Et aux États-Unis, le moteur, c'est la tech. Alors, nous, on avait effectivement il y a quelques semaines parlé du retour de la tech pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, il y a eu des corrections de valorisation très très fortes en 2022. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas une bulle, mais il y avait des excès de multiples de valorisation en 2022 qui ont été corrigés. Par ailleurs, les sociétés font preuve de beaucoup plus de discipline aujourd'hui. Autant il y a un mois, les sociétés annonçaient des pertes très importantes et c'était vraiment la politique de croissance débridée. Aujourd'hui, le maître mot, c'est arriver à l'équilibre financier, brûler le moins de cash possible. Et donc ça, c'est très bon dans un contexte de taux élevé, puisqu'évidemment, les conditions de crédit, de financement sont moins favorables. Donc les sociétés qui ont moins besoin de crédit sont favorisées. Celles qui ont besoin de lever de l'argent, qui ont besoin d'emprunter, sont plus pénalisées. Donc ça, c'est un autre facteur, c'est finalement un renforcement de la qualité des acteurs techno, en particulier aux États-Unis. Donc, on a maintenant une tendance très forte sur la tech. Il ne faut pas oublier que le Nasdaq a gagné 16% depuis le début de l'année. C'est l'indice large le plus important. Et bien devant le SP500 à plus 8 ou le Stock 600 à plus 9. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait continuer. Alors, jusqu'à où c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on est dans une logique de momentum, c'est difficile de dire où le marché va s'arrêter. Pour l'instant, on ne voit pas de faiblesse de ce marché. Au contraire, on voit de la force parce qu'il y a des réactions aux mauvaises nouvelles qui sont très bonnes. On l'a vu tout à l'heure avec un PPI américain, donc les prix à la production qui étaient un peu plus forts que prévu. Le marché a beaucoup baissé, il s'est repris. On l'a vu avec le CPI, donc les prix à la consommation de la semaine dernière. Pareil, on a une reprise. Donc en fait, finalement, les marchés actions s'accommodent de nouvelles un peu plus défavorables, y compris la hausse des taux longs, qui a repris fortement en fait depuis 15 jours. On est maintenant à 3,8% sur le taux à 10 ans américain. On était plutôt à 3,40, 3,50 il y a encore 15 jours. Donc ça démontre la robustesse en fait de ce marché et la logique de momentum. Alors maintenant, si on regarde, d'un point de vue plus bottom-up, ce qui est en train de se produire, on va avoir la confirmation de cela. Donc là, par exemple, je suis sur les marchés US. Je vais regarder la dynamique à court terme. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les 3, 4 ou 5 secteurs les plus forts
à court terme, c'est des secteurs plutôt agressifs. Semi-conducteurs, construction, logiciel, techno-hardware, automobile. Donc, il n'y a que l'aéronautique et défense qui est plutôt effectivement défensif. Mais sinon, en dehors de ça, à court terme, le momentum, il est plutôt sur des secteurs agressifs. C'est services pétroliers aussi. Alors, bien entendu, nous, on va toujours préférer des secteurs qui ont une dynamique forte à court terme, mais aussi à moyen terme, parce que c'est beaucoup plus sécurisant et on a beaucoup plus de probabilité d'avoir des investissements, d'un retour sur investissement quand tout est aligné. C'est le cas, donc si je trie par moyen terme, c'est le cas donc des services pétroliers aux États-Unis, de la construction, l'aéronautique, de la distribution. Il y a beaucoup de secteurs finalement qui sont des semi-conducteurs qui sont alignés. Et puis, finalement, si on regarde les choses de manière différente, c'est-à-dire que si on trie par les secteurs les plus faibles, on va retrouver des secteurs défensifs, c'est-à-dire les secteurs qui marchent quand le marché est effrayé, quand le marché n'a pas du tout d'appétit pour le risque. La pharmacie, les utilities, les télécoms, typiquement. Donc là, c'est les pires secteurs, il n'y a aucun momentum là-dessus aux États-Unis, donc le marché est très bullish en fait, finalement. C'est ça le message. En Europe, on va retrouver, ce dont on parlait il y a un instant, c'est-à-dire des secteurs plutôt cycliques, comme donc les biens d'équipement, donc les valeurs industrielles, les services pétroliers. On commence à voir les transports et les services informatiques, qui sont des secteurs cycliques aussi, qui sont en reprise de momentum, et les banques, bien sûr, qui sont très, très fortes aussi. Donc, les banques, pourquoi est-ce qu'elles montent? C'est parce que, évidemment, quand il y a une grosse récession, les banques sont toujours très impactées parce qu'elles vont avoir une montée des risques. Montée des risques, c'est des défauts d'entreprise, des ménages qui ne peuvent plus rembourser leurs emprunts, etc. Et ça arrive quand il y a du chômage, ça arrive quand il y a de la récession, il y a de la casse, en fait. Là, pour l'instant, on ne voit rien de tout cela venir. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de défaut d'entreprise, donc il n'y a aucune raison que les banques restent, avec des primes de risque aussi élevées, d'autant plus que le fait que les taux soient plutôt à un niveau élevé, ça favorise les marges des banques, puisque les taux longs, par exemple, c'est globalement ce qui conditionne la marge des banques sur tout ce qui est emprunt. Donc, on est aujourd'hui sur effectivement des secteurs cycliques agressifs aussi en Europe. On voit, si on regarde toute la séquence de ce qui se passe à court terme, automobile, secteur quand même très risqué, etc. Et tout ça, ça se passe plutôt bien. Si on regarde sur le moyen terme, on va avoir pareil, des secteurs financiers, l'énergie, des secteurs cycliques. On ne va pas trouver de secteurs défensifs. Les secteurs défensifs, on les retrouve comme aux États-Unis. Bon, l'agroalimentaire, il n'y a aucun momentum. Les utilities, il n'y a aucun momentum. On voit bien que là aussi en Europe, on a de l'appétit pour le risque. Donc, en synthèse, ce qui conditionne le momentum en Europe, c'est le rattrapage des valorisations des secteurs cycliques, parce qu'il n'y a pas de récession à l'horizon, et donc il n'y a pas de raison que la décote sur les multiples perdure pour le moment. Et aux États-Unis, c'est plutôt un changement de braquet des valeurs technologiques qui est rassurant, alors que leurs valos ont vraiment dégonflé l'année dernière. Voilà, donc j'en ai terminé, je vais passer la parole à Christophe. Donc ça veut dire, en synthèse, si on veut s'intéresser au marché US, il vaut mieux aller sur les valeurs de croissance en ce moment. Et si on est sur les marchés européens, il vaut mieux s'intéresser aux valeurs cycliques. Voilà, tout à fait. Et dans les deux cas, ne pas s'intéresser aux valeurs défensives parce que c'est celles qui sont délaissées aujourd'hui d'un point de vue du momentum, puisqu'il y a de l'appétit pour le risque. Et le jour, d'ailleurs, c'est vraiment un indicateur important, c'est-à-dire que quand l'appétit pour le risque commence à se restreindre, en général, on commence à avoir une rotation vers les secteurs défensifs. Donc, les premières indications d'un retournement de marché, c'est quand on commence à avoir le momentum monter sur la pharmacie, les utilities, les télécoms. Ça veut dire que les investisseurs prennent leurs bénéfices sur les secteurs risqués et vont sur des secteurs peu volatiles, peu risqués, à dividendes. Et ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Ok, super. Merci Lionel. Christophe, tu nous fais un zoom sur les secteurs les plus forts sur chaque zone de marché? Écoute, je pense que Lionel en a déjà pas mal parlé, non?
on peut regarder vite fait, mais peut-être que sinon je vais zoomer après, parce que Lionel les a plus ou moins passés en revue, hein, les secteurs forts. Oui, je vais plutôt parler on va plutôt aller sur les secteurs, regarder peut-être quelques titres sur les secteurs dont on avait parlé, comme le transport par exemple, ou l'auto qu'on avait cité. Ouais. Voilà, juste pour dire, donc par exemple sur l'auto, alors je vais quand même repartir, on va repartir de là tranquillement. Donc auto Europe, TOC. Voilà, donc là on la voit, juste pour indiquer, hein, rappeler qu'elle est forte à court terme, l'auto, et finalement on a encore, mine de rien, une minorité. On a une minorité de titres qui sont à l'achat moyen terme. On s'approche quand même des 50%, mais on voit qu'on a du mal à transformer. Pour autant, on a eu de très très beaux signaux sur ce secteur, d'où l'idée de zoomer un peu là-dessus. Donc, aller chercher les valeurs européennes auto qui sont à l'achat. On va regarder ne serait-ce qu'à moyen terme. Je pense qu'il y avait des questions sur Renault, Stellantis. On peut peut-être en profiter là. Donc, on a fait une comparaison entre Renault et Stellantis. Ouais. Bon, ça tombe bien, elles sont à l'achat toutes les deux. Bon, non, mais simplement déjà illustrer le fait qu'on a des signaux qui sont parfois déjà anciens, mais toujours valables, hein, sur donc achat moyen terme sur des valeurs auto. Voilà. Donc, par exemple, Renault, qui est un signal qui date du 7 octobre. Alors, je ne sais pas si vous... Non, vous ne le voyez pas quand je zoome là. Alors, il faut que je bascule sur partager. Bon, attends, je vais faire autrement. Je vais y aller ensuite. Donc, on voit ici Renault, hein, depuis le 7 octobre. On a des valeurs comme BMW à l'achat depuis novembre, valeurs comme Mercedes à l'achat également depuis novembre, et de même que Stellantis. Donc après, si vous voulez, on peut zoomer rapidement sur ces valeurs. Ça permet de repasser un peu aussi en revue ce qu'on voit finalement sur une fiche valeur. Donc ici, on est sur la fiche Renault. On voit plus ton écran parce que tu as basculé sur un autre écran. Il a ouvert un autre. Alors attends, je vais donc aller dans partager, toc, désactiver et partager l'écran. Ou tu ramènes ta fenêtre sur ton autre écran. Alors attends, ici, toc, voilà, partager. Normalement, là, vous allez la voir. Ok, on y est. Voilà, Renault. Voilà. Donc, Renault, on a eu un signal donc moyen terme dès le 7 octobre et qui a été, quelque part, on a témoigné d'une accélération avec un signal court terme en complément début janvier qui ne s'est toujours pas démenti. Donc, on voit que c'est une valeur qui a un momentum court terme élevé, un momentum long terme qui est élevé aussi. Pour autant, c'est un titre qui a un comportement boursier historique qui n'est pas très bon. Hein. Vous voyez, on est à 1 sur 10 en termes de comportement boursier. Voilà. Et là, vous avez l'illustration donc, du signal, hein, qu'on a eu ici. On a eu un premier faux départ. Et ensuite, on a eu notre signal ici qui a déjà donné une belle progression. Un autre point qui peut être intéressant, sur lequel on n'a peut-être pas zoomé récemment, c'est l'histoire des scores de valorisation, où en fait, on a créé ce score pour voir un peu comment le titre se positionne en termes de valorisation par rapport à son historique. Donc, une société comme Renault qui a un score de valorisation qui est très bon, hein, chez nous, au plus les scores sont proches de 10, au plus ils sont bons. Donc, ça signifie que la société, finalement, n'est pas extrêmement valorisée par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Voilà, donc on a un signal qui est toujours valable sur Renault, avec, juste en termes de prudence, le fait que c'est une société qui a une historique assez compliquée et qu'il faut être vigilant. Bon, on le retrouve bien si on regarde le graphique, on voit bien que selon les horizons de temps, on n'a pas la même vision du titre, mais là, on est en plein rattrapage et potentiellement, il reste encore beaucoup de potentiel sur ce titre.
On a Stellantis, dont on a vu également qu'elle était à l'achat. Donc là, voilà, achat en novembre, conforté par un signal d'achat court terme, début février. Donc là aussi, une accélération. C'est un signal qui est plus récent, qui a d'ailleurs d'abord pas marché, puis maintenant le titre est en pleine accélération. En tout cas, on a fait un parcours beaucoup plus faible pour le moment que celui de Renault. Voilà. Et là encore, on a toujours du potentiel, ne serait-ce que pour revenir sur les plus hauts récents. Au passage, c'est un titre sur lequel notre algorithme s'en est plutôt bien sorti avec un historique de performance de 234%. On a capté donc 234% de gains au fil des trades qu'on a proposés sur Stellantis. Par contre, on voit qu'elle est déjà un peu plus chère en termes de score de valorisation, ce qui ne signifie pas du tout qu'il faut la vendre, hein. Ça signifie simplement qu'il y a une partie qui est déjà intégrée. Pour autant, si la société se met à publier des perspectives de plus en plus sympas, le score de valorisation pourrait d'ailleurs monter à cette occasion. Donc, on est dans les deux scores d'un achat. Est-ce que pour interpréter la différence entre les deux, on peut dire qu'il y a un potentiel plus important sur Renault que Stellantis à cause du score de valorisation? En tout cas, en termes de valorisation, oui. Après, tout va dépendre de ce que les deux sociétés vont publier et du news flow sur les deux titres, hein. Mais en tout cas, on achètera moins Stellantis au nom du fait qu'elle serait pas chère. Okay. Mais dans les deux cas, on a du momentum. On a maintenant le momentum pour nous, donc dans les deux cas, on peut acheter. Après, dans les deux cas, la tendance est positive. L'historique de Renault est moins bon que celui de Stellantis, mais par contre, la valorisation de Stellantis est déjà plus élevée que celle de Renault. En tout cas, est plus élevée historiquement, hein. On ne va pas comparer. C'est une valorisation par rapport à son historique de multiples. Ok. Très clair. Donc voilà, par exemple, alors je ne sais pas s'il y avait des valeurs allemandes qu'on avait bien aimées aussi et sur lesquelles on a eu des signaux. On avait parlé de BM et de Mercedes aussi. Voilà, Mercedes, là je suis sur Mercedes, donc on voit, Mercedes, c'est pareil, hein, c'est un signal qui a déjà un petit moment. Vous voyez que ça illustre d'ailleurs peut-être aussi un petit peu le côté parfois stock picking, hein, c'est que le secteur n'est pas hyper fort, mais il y a des valeurs qui sont déjà bien installées et qui ont déjà fait des beaux trades, hein. Donc on est sur Mercedes, sur un titre qui a déjà bien accéléré, hein. D'ailleurs, on voit que les momentum sont à 100%. C'est pareil, on a un score comportemental qui est moyen, hein, 3 sur 10. On ne l'achètera en tout cas pas pour sa valorisation parce qu'elle est déjà correctement valorisée au sens de ses multiples, mais toujours selon notre appli, c'est un titre qui est en plein momentum et sur lequel, d'ailleurs, on voit bien, hein, on comprend d'autant plus le score de valorisation qu'on est finalement sur les plus hauts. Mais voilà, c'est aussi l'histoire des titres que de battre régulièrement leur plus haut, hein. C'est ça. Donc on a le momentum pour nous ces dernières années. On a le momentum pour nous et on n'est pas. Je ne sais plus si on avait parlé, peut-être juste pour commenter un autre indicateur, hein, le risque de retour à la moyenne. Quand vous avez ici surachat, c'est quand vraiment le titre est tendu et là, il faut commencer à se méfier. Là, on est en neutre. La plupart des titres sont en neutre. On indique là-dedans vraiment que les excès à la hausse ou les excès à la baisse. Donc, il y a toujours très peu de titres concernés. Mais ça peut être, par exemple, un indicateur de surchauffe qui pourrait inciter à se méfier. Mais là, on en est encore loin. Juste peut-être sur les transports, ce n'est pas un secteur dont on a l'habitude de parler beaucoup. Donc, si je vais ici dans les filtres, voilà, on va supprimer. Hop, puis ça permet de peut-être sortir un petit peu plus des sentiers battus. Alors, on va rester sur l'Europe, le transport, et puis regarder ce qu'on a à l'achat. On a eu notamment un signal récent qui était Hapag-Lloyd, voilà, qu'on va retrouver ici.
Donc, on a différents titres. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de valeurs aujourd'hui qui sont à l'achat dans ce secteur, dont certaines avec un bon comportement boursier, 8 pour APAG, 9 pour Poste Italienne. Sur les autres, on a des historiques qui sont moins bons. Voilà. Et donc ici, sur APAG Lloyd, qui a publié récemment, Lionel, tu disais tout à l'heure qu'elle verse un gros dividende. Voilà. Elle va verser un gros dividende. Et là, on voit qu'on est, si ce signal marche, on est au début du signal. Vous voyez, on a un peu attendu d'avoir un début de tendance pour que le titre s'inscrive à l'achat. On a un très bon score de valorisation. Et on est sur un secteur, d'ailleurs, sur un titre où l'algo a plutôt très, très bien fonctionné, 308%. On a d'abord eu là un signal court terme, très tôt. On voit plus ton écran de nouveau, Christophe. Ah, pardon. Je vais y arriver. Alors, attends, je vais me mettre là. Toc, partager, excusez-moi. Alors, partager celui-là. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Voilà. Là, vous le voyez. Voilà, pardon, APAG Lloyd. Voilà, donc je disais, l'algo s'est très bien comporté sur ce titre. C'est un titre qui a un très bon comportement boursier. Le score de valorisation, en l'occurrence, est un bon score, c'est-à-dire que la valeur n'est pas extrêmement chère. On a d'abord eu un signal court terme, puis un signal moyen terme en confirmation. On voit que les momentum ne sont pas au maximum, 75, 70, et on voit qu'on est au début du signal si celui-ci se confirme dans les semaines qui viennent. Et Lionel, tu disais qu'ils vont verser un très très gros dividende l'année prochaine, c'est ça? Oui, ils vont redonner en fait, ils ont gagné beaucoup de cash grâce au prix complètement incroyable des containers alors qu'effectivement, il y avait une vraie pénurie et ils vont avoir leurs chiffres qui vont se retourner à la baisse cette année et l'année prochaine. Mais le cash qu'ils ont généré, le cash exceptionnel, va être retourné aux actionnaires. Donc, il y a un dividende exceptionnel, oui, je crois de 63 € par action, c'est considérable. Et évidemment, c'est ce qui est pricé par ce retournement en partie. Ok. Puisqu'on était sur les transports, Christophe, on a eu une demande sur ADP. Est-ce que tu peux faire un zoom sur cette valeur, s'il te plaît? Alors, aéroport de Paris. Donc, aéroport de Paris, on a eu un signal d'achat récent sur aéroport de Paris le 20 janvier. On avait eu un premier signal qui a échoué et on est à nouveau maintenant en signal sur ce titre. Bon, c'est un titre avec un score de comportement qui est faible, 1 sur 10 à nouveau. Donc, c'est vrai que ce sont des titres sur lesquels souvent il faut veiller parce qu'il y a plus de chances que les signaux avortent malgré tout. Voilà. Pour autant, on est à l'achat à court terme et à moyen terme, donc depuis mi-janvier, en gros, sur ce titre, avec des momentum qui restent élevés. Bon, pour autant, on voit qu'on n'a pas un momentum terrible sur ce titre aujourd'hui, c'est-à-dire que on doit d'ailleurs pouvoir voilà, ici voir, on est entré à 142 et on doit être, elle baisse, je crois, aujourd'hui. On est aujourd'hui sur un titre qui n'a pas vraiment décollé. Bon, pour le coup, on pourrait être prudent. Ok. Donc au nom du comportement, au nom du score de comportement, et puis du fait que pour le moment, le momentum ne se confirme pas. Ok, donc on reste prudent sur cette valeur. Voilà, il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui, y compris dans ce secteur. On fait un focus sur un secteur de croissance US pour continuer dans la thématique. Tu veux pas qu'on passe. Il y a d'autres valeurs à voir sinon Oui, il y a pas mal d'autres valeurs à voir. Oui, parce que je vois que le temps tourne. Ok, alors dans ces cas-là, on n'a qu'à faire les valeurs US tout de suite. Donc, Alibaba. J'y suis.
Donc Alibaba, là on est donc sur l'ADR, hein, c'est-à-dire la valeur cotée aux US. C'est une valeur qui n'a pas un bon comportement boursier, hein, non plus. Elle est, pour autant, d'ailleurs on voit, hein, aujourd'hui, elle est pas chère en termes de valorisation, mais on n'a aucun signal d'achat sur ce titre, hein. Donc on est en fin de vente forte, ce qui veut dire que la pression baissière a peut-être baissé, ou peut-être ralenti, mais d'ailleurs on voit bien graphiquement que le titre n'a pas beaucoup de momentum, et on voit que si on a un petit peu de momentum à court terme, on a très peu de momentum à moyen terme, et on a même ici on voit donc sur le signal court terme, on voit que le titre est très négatif. Ok, donc pour le moment, on reste à l'écart sur cette valeur. On est à l'écart de ce titre. Ok. Airbnb, s'il te plaît. Comme ça, on aura fait 2 valeurs de croissance US. Voilà, donc Airbnb. Peut-être juste, on est sur secteur Internet. Je vais juste peut-être faire aller sur la carto. On va en profiter pour regarder comment est le secteur. Ce que j'aurais pu faire sur d'autres valeurs, mais on en avait parlé. On voit que le secteur est faible, hein. Internet, donc ici, Internet, je suis bien aux US, tout va bien. Hein, vous voyez que le secteur, pour le moment, reste faible. On a peu de signaux à l'achat et on a même on a même une décrue, en fait, des signaux court terme. On était à 72 et on n'est plus qu'à 43. Donc, on a un secteur qui n'est pas très bien orienté court terme et moyen terme pour le moment. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, Airbnb, donc on voit qu'on est là encore sur un titre qui a un score de comportement qui est faible. Bon, de toute façon, on le voit ici au niveau du graphique, même si on a une belle accélération. Attends, tac, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un signal simplement à court terme pour le moment, hein, qui signale, comme son nom l'indique, évidemment, il se déclenche plus vite que les signaux moyen terme, mais on est toujours à la vente, en fait, sur ce titre aujourd'hui. Ok, donc à moyen terme, on est orienté à la baisse. À court terme, il y a un rebond. Voilà. Mais globalement, nous, on reste à l'écart compte tenu de notre méthodologie. Exactement. Ok, super. On a donc fait les valeurs US. On va retourner sur l'Europe, sur des valeurs de pétrole total. Le pétrole, je laisse ça à Lionel. Il aime bien. Alors, le pétrole. Le secteur phare de 2022. Alors, en fait, dans le pétrole, il y a 2 grands secteurs. Il y a les producteurs de pétrole et les services pétroliers. Et ce sont 2 secteurs qui ont énormément performé en 2022. On s'en souvient évidemment avec les cours du brut qui ont vraiment fortement monté. Et c'était pareil pour les services pétroliers, mais les services pétroliers sont plus sensibles, en fait, beaucoup plus sensibles que les producteurs. Donc, si on regarde aujourd'hui, par ordre alphabétique, ce sera plus simple. Donc, si on regarde dans l'énergie, on voit qu'il y a une remontée progressive du momentum à court terme. Le secteur reste bien orienté à moyen terme. Et donc là, on est plutôt en train d'avoir un regain de momentum. Donc, c'est peut-être un bon moment pour re-regarder en fait les producteurs de pétrole qui redémarrent. Alors, pourquoi ils redémarrent? Parce que le pétrole, en fait, il stagne autour de $80. Il n'y a pas de dynamique, mais à $80, les sociétés sont très rentables. Et ce qui se produit, en fait, c'est valable aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, c'est que les sociétés se désendettent à une vitesse folle parce que les cash flows sont considérables, en fait, à ce niveau de baril. Et à la limite, c'est beaucoup plus intéressant pour une société pétrolière d'avoir un baril à 80 qu'à 120. Parce qu'à 120 $, le prix du brut, il finit par casser la demande. On se retrouve avec une récession à un moment donné. Alors qu'à 80 $, en fait, ça ne crée pas de problème économique. Et justement, la demande reste soutenue. Et donc, c'est un peu une des conditions un peu idéales pour ces acteurs-là, y compris pour les services pétroliers, parce que les services pétroliers, eux, pareil, se désendettent très, très vite. C'était souvent des sociétés
assez endettées. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont très bien orientées à court terme et à moyen terme. Donc là, on est en Europe, mais si je vais aux États-Unis, c'est rigoureusement pareil. Hop. Voilà. Service pétrolier, c'est encore plus fort. On a vraiment un fort momentum. Donc, à l'intérieur de ce secteur, si on veut regarder les titres. Si on fait Total. un focus sur Total, s'il te plaît. Ouais, Total. Ok. Total. Hop. Total Énergie. Voilà, Total, voilà, on a effectivement un titre qui reflète bien ce qui se passe sur le secteur. C'est à voir qu'on a des notes de momentum qui sont élevées. Si je me mets sur 2 ans, on va voir que le parcours effectivement de Total est vraiment impressionnant. C'est à la fois un titre qui est peu volatile et qui est vraiment sur une tendance lourde. Donc c'est vraiment un titre qu'on peut conserver à l'achat. Après, si on souhaite jouer plus agressivement le secteur, à ce moment-là, il faut plus aller sur le service. Si on veut un risque raisonnable avec des dividendes et qu'on privilégie le risque par rapport au gain, effectivement, Total, c'est parfait. C'est un signal qui a donné 56% de perf. Déjà, c'est un signal qui date de 2021. Hein. Voilà. Mais si on regarde, par exemple, Targa Resources, par exemple. Ça tombe bien parce qu'on nous a demandé de regarder les GTT, mais tu peux le faire après Targa. Ouais, GTT, voilà, c'est encore autre chose. Donc voilà, Targa, on a eu comment dire. Alors celle-là, elle est encore pas très volatile. Peut-être qu'on peut regarder SLB. Je vais merger. Elle est. Voilà, si on regarde si on regarde en fait, on voit qu'on a en fait beaucoup plus de volatilité en fait sur ces secteurs-là. Donc en synthèse, les producteurs, c'est moins risqué. On peut avoir des gros rendements et comment dire un peu moins de volatilité. Le service pétrolier, c'est plus risqué, mais par contre, il y a plus de potentiel. Tu peux faire un focus sur GTT, s'il te plaît? GTT, hop. Donc GTT, comme son nom l'indique, c'est une société en fait, qui est liée au gaz naturel liquéfié. Donc évidemment, le prix du gaz influe. Et c'est aussi une société qui a un excellent track record parce qu'elle a une technologie unique, etc. Donc on a eu un signal d'entrée et ensuite un signal de sortie. Puis là, le titre est en train de se stabiliser, voire de se retourner à la hausse. Pour l'instant, on a un signal court terme qui nous indique que finalement, le titre pourrait commencer à se retourner, mais ce n'est pas confirmé par un signal moyen terme. Donc, il faut qu'on attende d'avoir le signal moyen terme pour y retourner. Mais pour l'instant, on a des frémissements. Donc, pour le moment, on met en surveillance, mais on ne rentre pas sur le titre. Voilà, le comportement du moyen terme, en tout cas. Hein, voilà. Le comportement est à 10, donc c'est vraiment une société qui a un très bon track record. Si on se met sur 5 ans, on peut le voir. Voilà, c'est une société, elle a eu des périodes de stagnation, mais globalement, c'est une société qui a quand même un parcours boursier qui est très bon. Donc, c'est un titre qu'on met en watchlist, en surveillance, en effet. D'accord. Il y avait Interroll, je vois. Peut-être tu peux en parler, INRN. Ouais, alors INRN, ouais, c'est des thématiques qui repartent, ça, effectivement, les thématiques logistiques. C'est une société qui a un bon comportement aussi. Alors là, par contre, c'est volatile. C'est un titre qui a fait un gros parcours baissier, qui a été. Donc là, on a eu un signal de vente de l'algo assez tôt, qui a permis d'éviter une grosse partie de la baisse. Ouais. Là, on a un retournement maintenant qui est effectivement en train de se produire, qui commence à être déjà bien. On n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. Mais on voit bien que long terme, on est encore à 35%. Donc en réalité, le titre, il faut qu'il confirme encore. Confirmer encore, ça ne veut pas dire qu'il monte beaucoup plus. Ça peut être en fait qu'il reste un peu installé, dans ce retournement. Là, pour l'instant, finalement, c'est quand même, voilà, ça date. Ça date, on va dire, depuis décembre. En fait, on a vraiment une rupture de cette tendance. Donc, ça fait quelques semaines, 2 mois, effectivement, que le titre commence à rebondir. C'est encore un petit peu tôt, mais ça devrait effectivement plus tarder si effectivement la dynamique se maintient. Une question un peu plus pédagogique. Expliquer le point pivot sur le risque de retour à la moyenne. Oui, donc il y a 1, 2, 3, 4 positions possibles pour cet indicateur. Donc la plupart du temps, il est neutre, c'est normal, c'est-à-dire on n'a rien à prendre en compte. On a parlé des surachats et surventes. Et pivot, en fait, c'est souvent donc quand un titre a beaucoup baissé, il va arriver sur un niveau où il est un peu plus probable qu'il rebondisse. Voilà.
Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder le titre à ce moment-là. Pour autant, en principe, il sera pas en signal d'achat, mais c'est un endroit où il est possible qu'il fasse une pause, en fait. Mais quand il arrive sur pivot, il peut partir ou très fort encore à la baisse ou Voilà, rebondir. tout à fait. Donc c'est un point qui est fragile en fait. Voilà, c'est un point qui est fragile. Quand on a loupé une vente, ça peut être intéressant de se dire, tiens, s'il est autour de ce point-là, je vais surveiller son comportement. Et s'il part mal suite au fait d'avoir atteint ce point, là, il faut à tout prix sortir parce que derrière, on peut avoir une réaccélération à la baisse qui est importante. Ok. On a encore, on se donne encore 1 minute avant de conclure. Atos, si vous avez, lequel de vous deux veut prendre ce titre-là? Alors Atos, attends, il faut que moi je peux me mettre ici. Atos, quelque chose me dit que ça va être un score de comportement 1. Alors, Atos, ça alors, score de comportement 1. On est sur ton écran là, Lionel ou... Ouais, Attends, je l'ai mis. Ok, voilà. Bon, vous voyez un peu l'histoire du titre. Hein, donc, en tout cas, au nom de la méthode FiAdvisor, tu peux remonter juste sur le. Je l'ai là aussi. Donc, au nom des signaux, du score de comportement, ainsi de suite, c'est pas un titre qu'on peut recommander. Il n'a pas grand-chose pour lui là, en dehors évidemment d'un news flow. Il y a les annonces liées à Airbus, à la scission du groupe. Mais je dirais que là, on n'est pas du tout dans une approche momentum. C'est-à-dire que le momentum nous dit juste que c'est pas pour ça qu'on va acheter ce titre-là, parce qu'il n'y a vraiment aucune tendance haussière. L'histoire du titre, historiquement, elle est compliquée. Les scores de momentum sont bas. Voilà. Donc, en tout cas, au nom de notre approche, on n'est pas du tout acheteur de ce titre. Ok, donc nous, en suivant notre méthode, on reste à l'écart sur cette valeur. Voilà. Il vaut mieux aller sur Capgemini, qui est le leader et qui est une société vraiment qualitative, qui est très intéressante. Alors, je ne sais pas si on a encore un signal d'achat, je ne crois pas encore, mais elle commence à se retourner. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus qualitatif qu'Atos. On a un signal tactique, qui indique un frémissement sur Capgemini à l'achat 18 janvier. Mais on est toujours, sinon on est toujours à la vente sur ce titre. D'ailleurs, le titre n'a rien fait depuis qu'on l'a vendu. On est en gros au niveau auquel on l'a vendu depuis plus d'1 an, en fait. Enfin, depuis près d'1 an. Ouais, c'est pas mal. C'est quelque chose qui n'a rien fait pendant 1 an. Il y avait mieux à faire, comme acheter du pétrole, par exemple. Oui. Donc, c'était pas mal. Et on voit bien que jusque-là, les démarrages ont plutôt avorté. Donc, l'algo se positionnera forcément plus haut que ça pour essayer d'éviter un faux signal d'achat. En tout cas, dans le secteur des SS2I, Capgemini, c'est bien plus intéressant que Atos. Au moment où, effectivement, il y aura les signaux de momentum qui se mettront en action sur le long terme, ce sera vraiment le titre à privilégier. Voilà. On voit d'ailleurs un bon comportement boursier, 10 sur 10, il n'y a pas mieux. Score de qualité, donc là, c'est vraiment un score basé sur les fondamentaux, 8 sur 10, élevé. Donc voilà, on est sur un titre qui a un historique qui plaide davantage pour lui. Simplement, l'algo nous dit que ce n'est pas encore le moment. Ok, on a fait le tour de toutes les valeurs. Une conclusion, Lionel, par rapport à tout ce qu'on a raconté ce soir? Oui, alors en conclusion, on va dire qu'aujourd'hui, on est nous sommes dans des marchés haussiers. Il n'y a aucun doute là-dessus par rapport à nos indicateurs. On est en tendance haussière sur les indices US, sur les indices Europe et sur la plupart des secteurs. Donc, malgré tout le scepticisme qui entoure les marchés aujourd'hui, c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut jouer les marchés. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les secteurs parce qu'on voit bien que les secteurs qui ont la plus forte dynamique aujourd'hui, c'est les secteurs en fait volatiles, agressifs, comme les semi-conducteurs ou l'automobile. Et ce ne sont pas les secteurs défensifs qui, en général, sont joués par les investisseurs quand il y a effectivement plus d'appétit pour le risque. Donc, aujourd'hui, on a 2 manières de jouer ce momentum haussier, soit en Europe avec les valeurs cycliques value qui continuent de rattraper leur retard de valorisation. Donc, on a les banques, par exemple, ou bien l'automobile ou les valeurs industrielles. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est les valeurs tech qu'il faut jouer, mais avec évidemment une sélectivité parce que tout ne se vaut pas. Il y a des titres qui, vous pouvez le voir avec les publications, il y a des variations dans un sens et dans l'autre. Mais en tout cas, il y a des valeurs qui montrent finalement des résultats solides
qui sont bien accrochés en momentum. Et le secteur le plus fort là-dedans, ce sont les semi-conducteurs. Mais on voit d'autres secteurs qui commencent un petit peu à frémir pour suivre derrière. Ok, parfait. Ouais, je pense qu'on va pouvoir conclure pour cette session sur la différence entre les valeurs cycliques Europe et croissance US. Merci à tous pour votre attention. Et on se retrouve mi-mars pour la prochaine session. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.